Kinshasa, une situation qui a presque paralysé les activités des Kinois. Selon les taximens, les tracasseries routières sont à la base de cette grogne. Plus de détails dans cette édition. Et puis, accroître la capacité de raffinage de son pétrole brut, l'une des priorités de l'Angola qui a initié un programme de construction de nouvelles raffineries afin de réduire sa dépendance aux importations des produits pétroliers. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal avec une brève. Procès Nanga et compagnie, le ministère public a pris ses réquisitoires à l'audience de ce lundi 29 juillet 2024 dans le procès contre les membres du mouvement terroriste Alliance Fleuve Congo AFC. L'organe de la loi a demandé en gros à la cour militaire de prononcer la peine de mort contre Corneille Nanga et ses complices en fuite pour crimes de guerre et trahison, mais il a aussi ordonné la confiscation des biens de Corneille Nanga, de son épouse et d'autres prévenus. S'agissant des 5 prévenus qui ont comparu physiquement, le ministère public a demandé au juge de déclarer établi en fait comme en droit les infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel à leur égard. Et puis, je l'ai dit au sommaire, les chauffeurs de taxi et taxibus ont décrété un mouvement de grève ce lundi 29 juillet au motif les tracasseries routières, une situation qui a paralysé les Kinois qui devraient vaquer à leurs occupations. Les taximens demandent au gouvernement de prendre des mesures pour régulariser le secteur de transport à Kinshasa. Suivez ce reportage de Patience Lokeke et de Giscard Tamba. Au réveil, ce lundi 29 juillet, les Kinois découvrent une ville privée de ses taxis et taxibus jaunes. À la base de cette situation, une grève déclenchée par le chauffeur pour protester contre le bavure observé dans les opérations de contrôle effectuées ces jours-ci par les agents du ministère de Transport auxquels ont été associés les éléments de la police nationale de Kinshasa. Basali grève par rapport à la tracasserie en Zela, ya baroulage, baoudiana, policiers, pepe, donc tracasserie eza mingi. Pas seulement ça, transport. Notre transport va côté de Manabare, balatika bilamba normal, à côté de Namukuka, bandiko tracasser yo boy. Atoza na document comme na lukiloka rubrique, comme bureau, comme makama basa 1000 ba 200 000 francs. Donc biloko wana ndesali que non ba chauffeur va s'énerver par rapport au comportement ya Zela ezali malamu te. Gouverner c'est prévoir pourquoi les chauffeurs ont grévé. Parce que des mesures d'encadrement du transport n'est pas respectées. Lui en tant que gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a trompés avec des projets illusionnistes. Mais sur terrain, rien ne marche. On ne sent pas que la ville de Kinshasa est gouvernée. Les problèmes on va bimi na balabala pour bakanga pour na ba hausse de prix. Bakamba ba hausse de prix wana balobi ceux qui bakangi chauffeur à matisi prix, il faut foutre $500. $500 chauffeur à sali azwa 80 000. Azo matisa prix a foutre $500. Toboy na bisote. L'État azoloba bakanga batu pona hausse de prix oyo moko l'État azana prix te. Les Kinois, contraints pour la plupart à se rendre au travail au centre-ville de la Gombe ou à vaquer à certaines autres occupations, n'avaient pas d'autre choix que d'emprunter carrément la ligne 11 ou la moto dont le prix du trajet a systématiquement été revu à la hausse. Un Kinois rencontré sur le boulevard du 30 juin revient sur son calvaire pour arriver au centre-ville. On est arrivé ici en ville avec beaucoup de difficultés. Donc je ne sais même pas comment expliquer ça. Heureusement, nous, on était levés depuis 5 heures pour bien arriver ici, donc je ne sais pas. J'ai dépensé 10 000 de transports pour arriver en ville aujourd'hui. Il faut noter que depuis plus d'une semaine, les agents du ministère provincial de transport sont déployés dans toute la ville pour veiller au respect des fixations de prix des courses en taxi et en bus, ainsi qu'au suivi des itinéraires fixés par l'arrêté signé en mars 2023 par l'ancien gouverneur Chantini Ngobila. Et ce sujet nous renvoie à l'intervenant de ce soir. Il s'agit de Fiston Oleko. Bonsoir Fiston Oleko. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors nous venons là de suivre le reportage de Patience Lokeke concernant la grogne des chauffeurs taxi, de taxibus. Alors quelles sont les motivations des transporteurs urbains et interurbains? Qu'est-ce qui a motivé justement cette grève?
Merci beaucoup, Damani Mujinga. Les téléspectateurs qui sont fidèles à Géopolis venaient de voir justement une émission que nous venons de réaliser avec un invité qui est un acteur politique. On a justement abordé ce sujet parce qu'il faut dire que depuis le matin, la ville de Kinshasa a été paralysée par cette grève des conducteurs de transport en commun qui, bien évidemment, revendiquaient une chose. C'était quoi? Ils disent que c'était une forme de tracasserie. Bon, on va revenir un peu en arrière. Depuis la semaine passée, je crois bien c'était mardi, la division urbaine la division de transport urbaine dans la ville de Kinshasa a décidé de faire un contrôle qui consiste justement à faire appliquer la tarification des prix qui a été décidée de commun accord entre le gouvernement ville-province de Kinshasa et bien évidemment la SECO. La SECO, c'est l'association des chauffeurs du Congo, qui est voilà, un organe de la société civile qui encadre une forme de syndicat, bien évidemment, des chauffeurs. Il y avait d'abord un arrêté qui a été pris par le gouverneur, qui est alors boycotté par les chauffeurs. Le gouverneur a sorti un autre arrêté qui a fixé les prix des transports. Les prix des transports qui, c'était, je peux donner quelques exemples, souvent des lignes que nous utilisons beaucoup, les quinois. Déjà, on prend par exemple de marché central à Kingasani Yasuka, 1500 francs. Des marchés centrales à Kimbantseke, 1500 francs. Des marchés centrales à Ndjili Sainte-Thérèse, 1000 francs. Des machines à Petro-Congo, des marchés centrales à machine à Petro-Congo, 1000 francs. Du marché central à, par exemple, UPEN, 2000 francs. Et il faut dire que cette tarification fixée par l'État, comme je l'ai dit, de commun accord avec la SECO, n'était pas respectée. Nous sommes tous ici sans ignorer que pendant les heures de pointe, notamment le matin, quand les gens font des mouvements des cités vers la ville, parce qu'il faut dire que nous avons qu'un centre de concentration où il y a beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'activités professionnelles, qui fait qu'il y a souvent un même mouvement, les gens qui viennent de la cité vers le centre-ville pour travailler. Ça fait que tellement que la demande est tellement importante, et les chauffeurs, vu cela, vu le nombre de gens sur les arrêts de bus, augmentent les prix de transport sans pour autant tenir compte de cette décision qui a été prise avec leur accord. C'est la même problématique se pose aussi le soir lorsque les Congolais, les Quinois, rentrent bien évidemment à la cité après le travail, après leurs occupations ici en ville. Et la division urbaine a décidé de mettre en pratique cette tarification en déléguant sur terrain ces agents. Justement. Et cette fois-là, ces agents se sont fait accompagner des agents des forces de l'ordre, des policiers. Voilà pourquoi on a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux la semaine passée comment est-ce que les policiers remboursaient même de l'argent aux passagers, parce qu'il faut dire que c'est grave pendant les heures de pointe, notamment le matin et le soir. Une course par exemple du grand marché à Lupen qui coûte normalement 2000 francs, mais vous allez voir les receveurs, les contrôleurs bien évidemment des transports en commun aller jusqu'à 5000 francs, aller jusqu'à 6000 francs. Vous voyez par exemple des tronçons qui partent par exemple d'ici au marché central à Lemba, qui normalement doit coûter 1000 francs. Vous voyez un peu ici comment ça se passe ici, tout près de nous, ici à Galerie. C'est 5000 francs, c'est 6000 francs même. Moi, je vois ici au boulevard du 30 juin. Donc, c'est cette problématique-là que le gouverneur, on va dire, c'est tardif parce que l'arrêté a été pris depuis mars 2023. Mais c'est maintenant, en juillet 2024, que le gouvernement provincial se réveille pour faire appliquer cet arrêté. Et les chauffeurs ont interprété cela comme une forme de tracasserie. Alors, il y a une différence à faire entre le contrôle de routine des agents de l'État ou des forces de l'ordre et la tracasserie. La tracasserie, c'est par exemple, on vous dérange pendant que vous êtes dans les normes. Mais quand on vous contrôle pour que vous reveniez à la norme, là on ne parle pas de tracasserie, c'est un justement contrôle normal des services de l'État. Alors, est-ce que, avant de décréter cette grève, est-ce qu'il y avait un préavis de la part des chauffeurs moyennant un mémorandum? Est-ce qu'ils avaient avisé déjà le gouvernement provincial qu'ils allaient
décréter cette grève? Justement, jusque-là, on n'a pas vu un préavis formel, mais ça s'est chuchoté déjà des bouches à l'oreille qu'il y aurait une grève, un mouvement de grève aujourd'hui lundi et demain, parce qu'ils ont décrété, les conducteurs ont décrété une grève de 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui lundi 29 juillet et demain 30 juillet 2024. Donc jusque-là, on n'a pas vu justement un préavis formel qu'on a visé à l'État ou au gouvernement provincial, disant que ces 2 jours, il y aura grève. Ça s'est chuchoté de bouche à l'oreille. Ce sont des pratiques à décourager parce qu'une grève, c'est quand même le droit de cette corporation qui réclame ses droits ou c'est quelque chose de l'État. Mais ça, c'est une chose. De l'autre chose, il faut aviser et l'État et les bénéficiaires ou les usagers de ces services-là pour que tout le monde prenne des précautions. Si par exemple l'État était formellement saisi, on aurait peut-être convoqué une rencontre pour essayer un peu d'étouffer cela parce que les conséquences de cette situation est que les bourses des ménages ont été bousculées. Des gens qui payent 1000 francs, 2000, 3000 pour arriver en ville ont payé des 10 000 francs et les motards aussi se sont trouvés un moyen pour se faire un peu de l'argent. Des gens qui se payent des 10 $ pour quitter par exemple Kingasani ici au centre-ville. Alors, pour finir, Fiston Oleko, que doit faire le gouvernement provincial pour désamorcer cette grève? Parce qu'on doit le rappeler quand même que les sociétés de transport en commun public sont en difficulté, notamment avec aussi ce mouvement de grève qu'on a observé avec la société Transco. Et comment éviter les conséquences négatives de la grève de la grève sur les prix des biens? Justement, ce qu'on peut faire, moi j'estime qu'il faut que ces genres de contrôle soient une réalité et que ça ne soit pas une surprise pour les conducteurs. Nous devons avoir un État qui fonctionne, c'est-à-dire que quand on prend par exemple des arrêtés comme ça, il faut qu'il y ait des moyens ou des mécanismes de suivi de l'application de ces arrêtés. Parce que nous allons toujours nous retrouver dans ces genres de situations où les chauffeurs se voient un tout petit peu surpris qu'on les a imposé une marche à suivre alors que c'est justement de la légalité. Donc après que les arrêtés pareils soient pris, et il est souhaitable, ça c'est des coutumes dans tout État moderne, de faire suivre ces décisions par notamment ces bras séculiers, notamment les agents des services de transport, mais aussi les policiers pour faire respecter ces arrêtés, ces lois. On va dire aujourd'hui que la situation a été beaucoup plus alarmante parce que nous avons aussi une grève, vous l'avez dit dans votre question, au niveau de la Société nationale Transco, qui a beaucoup de bus qui assurent la mobilité de beaucoup de Congolais. Mais depuis le 22 juillet, l'entreprise a connu un mouvement de grève et les agents réclament les arriérés de salaire. Comment éviter ce genre de situation? C'est aussi assurer le paiement régulier des agents de Transco. C'est aussi multiplier par exemple les routes où on va voir aussi par exemple que pour que les Transco, parce que Kinshasa, depuis un bon moment, commence déjà à produire ses propres Transco. Il faut multiplier aussi des routes pour que ces Transco-là trouvent des routes pour assurer, diversifier aussi les moyens de transport. Nous n'avons que le transport routier, alors qu'il y a aussi des transports ferroviaires. On voit avec la ligne des Matete là-bas qui essaie un tout petit peu d'assurer les transports. D'ailleurs, c'était la voie de secours pour beaucoup de Kinois aujourd'hui pour atteindre les centres-villes, mais ce n'est pas toujours vraiment au point souhaité pour assurer cette mobilité. Surtout qu'il n'y a qu'une seule allée et un seul retour, donc c'est très compliqué. Voilà, justement. Donc la responsabilité, la grande revient à l'État, mais il y a aussi cette responsabilité des chauffeurs de comprendre que nous sommes un État moderne, un État qui a des textes et on ne marche pas sur l'État. Et il est vrai qu'ici, on ne fait pas les procès contre les conducteurs, mais nous sommes un État, il y a des règles que nous nous sommes convenus et nous devons, c'est une obligation, de les appliquer. Voilà, merci à vous Fiston Oleko pour cette intervention. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Poursuivons avec l'actualité, la baisse d'activité chronique qui frappe l'Office national des transports ONATRA depuis plusieurs années en raison de l'avènement d'un environnement concurrentiel a entraîné la perte d'une partie importante du volume de trafic de conteneurs jadis assuré par cette entreprise publique. Cette triste situation a créé, selon le gouvernement, des déséquilibres financiers structurels occasionnant un accroissement significatif des charges liées au passif social. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, disait Henry Morton Stanley. Cette célèbre citation a traversé plusieurs générations en République démocratique du Congo jusqu'à celle de Félix Tshisekedi. À ce sujet, des projets de décret concernant l'Office national des transports ONATRA pour son réveil économique et social, présentés par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, lors du dernier Conseil des ministres. L'adoption de ces deux textes permettant au gouvernement, selon son porte-parole, d'apporter un appui tendant à régler la situation du lourd passif de l'ONATRA et de fixer les nouveaux tarifs de manutention des conteneurs. Confirmation avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, a soumis au Conseil deux projets de décrets concernant l'ONATRA SA pour examen et approbation. En effet, la baisse d'activité chronique qui frappe l'ONATRA SA depuis plusieurs années en raison de l'avènement d'un environnement concurrentiel ayant entraîné la perte d'une partie importante du volume de trafic des conteneurs, jadis assuré par cette entreprise, a créé des déséquilibres financiers structurels, occasionnant un accroissement significatif des charges liées au passif social. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications, a motivé la nécessité de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre des objectifs du gouvernement sur la modernisation de toutes les infrastructures portuaires et ferroviaires. L'adoption de ce texte permettra au gouvernement d'apporter un appui tendant à régler la situation du lourd passif de l'ONATRA, d'une part, et de fixer les tarifs de manutention de conteneurs, d'autre part. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de texte. Cette décision gouvernementale est motivée par la nécessité de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre des objectifs du gouvernement sur la modernisation de toutes les infrastructures portuaires et ferroviaires. Autre chose, le gouvernement a annoncé dimanche 28 juillet la mort des 9 personnes survenues au concert de l'artiste-chanteur Mike Kalambay et la suspension des activités non sportives dans les stades de Martyrs et Vinmain. L'exécutif national a par ailleurs demandé aux organisateurs et metteurs en scène de réfléchir sur d'autres lieux plus sécurisés pour organiser des événements festifs. Toutefois, les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités. Voilà ce qu'a déclaré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, à l'issue de la réunion de crise qui a eu lieu dimanche 28 juillet sur instruction. Suivez. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes. Faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs
et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout cela. Je vous le rappelle, le stade Martyr et du 20 mai ont été fermés officiellement pour les activités non sportives après le décès de 9 personnes au cancer du pasteur Mike Kalambay. Cette fermeture n'est-elle pas une perte pour la gestion de ces deux édifices alors que le championnat national n'a pas encore repris? Quelles recettes génère-t-il lors des activités? Tentative de réponse dans cet élément de Blaise Kozola. Le stade de Martyr et du 20 mai ont été officiellement fermés pour des activités non sportives à Kinshasa suite au cas de décès enregistrés, 9 au total, lors du concert du pasteur Mike Kalambay le samedi 27 juillet dernier au stade de Martyr. Cette décision aura-t-elle un impact sur les recettes générées par ces deux stades? C'est la question qui se posera sans doute une fois que l'on aura tourné la page du drame. Les deux stades de Kinshasa ont en effet besoin de recettes pour leur entretien et pourquoi pas modernisation et actuellement, les événements non sportifs sont ceux qui génèrent le plus de revenus dans ces stades. Par exemple, au stade de Martyr, avec 80 000 places assises, les derniers concerts ont rapporté près de 175 millions de francs congolais, soit près de 62 500 $ grâce à un prix de billets fixé à 2 500 francs. Pour un concert avec un billet à 5 000 francs pour 70 000 personnes, le fonds généré aussi autour de 350 millions de francs. Quant au billet VIP fixé à 100 $ pour 10 000 places, c'est déjà 1 million de dollars, nécessitant que ceci. Ces montants sont loin de ceux que génère le rencontre de football à l'heure actuelle. Tenez, la dernière rencontre entre la République démocratique du Congo face au Togo a généré près de 500 millions de francs pour la tribune centrale, près de 8 millions de francs congolais pour la tribune latérale et près de 41 280 000 francs congolais pour la tribune d'honneur. Cependant, pour le club, la dernière grande recette en date était de 4,7 millions de francs congolais lors du match qui a opposé l'SV Club au tout-puissant Mazembe en avril dernier. Pourtant, 14 ans en arrière, la Linafoot a enregistré jusqu'à 40 millions de francs congolais de recettes pour un match, preuve que le football n'est plus la priorité des Congolais actuellement dans les stades à Kinshasa. Ceci démontre à quel point le football a perdu sa valeur dans la capitale congolaise, étant donné que lorsque le club et l'équipe nationale jouent, les deux stades n'atteignent pas ces chiffres pharaoniques. Pour l'heure, il est certes important de fermer ces stades aux événements non sportifs, mais cela doit être que dans le but pour le gouvernement de prendre des mesures pour mieux assurer la sécurité des personnes qui se rendent au stade pour d'autres événements non sportifs. Pour l'heure, la décision de fermer les deux stades à Kinshasa va sûrement causer du préjudice pour ce qui est des recettes, surtout que la date de la reprise du championnat national n'est pas encore connue.
Et puis, une délégation du gouvernement conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, séjourne depuis hier soir à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Cette mission vise à préparer la journée de commémoration du génocide congolais qu'on appelle Génocoste. Le VPM Chabani a, dès son arrivée à l'aéroport, fait savoir devant la presse que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sera également là dans les prochains jours pour cette mission d'itinérance axée principalement sur la journée consacrée à la commémoration des victimes tombées lors de la guerre d'agression déclenchée le 2 août 1998. Je vous propose de le suivre. Accompagné d'une délégation de membres du gouvernement, nous sommes venus en équipe d'avance parce que, comme vous êtes informé, que le président de la République va une mission de première pour rendre compte la population de la grande province orientale, principalement ici dans la ville de Kisangani. D'abord un message de salutation, d'encouragement, et leur faire savoir que le président de la République sera parmi eux, principalement le 2 août, où nous allons ensemble commémorer cette journée en mémoire de toutes les victimes des guerres qui nous sont imposées. Et restons en attente et restons mobilisés pour accueillir le président de la République qui sera très prochainement ici parmi nous. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où les forces vives et politiques plaident pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone minière en territoire de Djougou pour en venir au bout à des groupes armés qui se battent sur le contrôle des gisements d'or. 4 territoires et une partie de Djougou sont aujourd'hui sécurisés par les FARDC. Pour eux, il est temps d'appuyer les efforts de paix du gouverneur militaire Luboya pour atteindre la mission finale de l'état de siège, celle d'imposer la paix en Ituri. Les détails dans ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. La province de l'Ituri se trouve dans sa phase de stabilisation et de pacification totale. Plusieurs zones jadis menacées par les groupes armés sont passées sous contrôle de forces armées, réduisant sensiblement la capacité de nuisance des ADF et la circulation devient de plus en plus fluide. Par ailleurs, un retour massif de la population dans leurs villages respectifs, favorisant la réouverture de grands marchés communautaires. C'est le résultat de l'approche militaire et non militaire mise en œuvre par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Irumu, Mahagi, Mambasa et Aru aspirent à ce jour l'ère de paix, hormis certaines zones minières en territoire de Djougou, où les groupes armés Zahir et Kodeko se disputent la gestion de carrés miniers, d'où l'appel de la jeunesse, de l'IDPS et du chef de secteur des Bahémacides de plaider pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le gouverneur militaire à ce stade a fait tout son possible. Il a utilisé des voies très sages, mais l'activisme des groupes armés dans la zone minière nécessite des réponses militaires. Il faut l'augmentation de l'effectif pour répondre en temps réel et aux attaques des groupes armés d'un côté et les attaques de d'autres groupes armés qui se battent aujourd'hui pour des intérêts purement économiques et liés aux exploitations de l'or dans le territoire de Ndjougou. Aujourd'hui, la question de l'Ituri, si le gouverneur a beaucoup d'éléments, on peut mettre fin à la situation de l'Ituri et aller se concentrer sur la situation de Kivu. Nous observons qu'il y a une accalmie avec la présence de la force navale. Ce que nous devons demander à la population de la province de l'Ituri, c'est de soutenir les actions de son Excellence, M. le gouverneur militaire, qui a tiré l'Ituri dans un gouffre. Et aujourd'hui, l'Ituri fait donc un millier qu'on peut venir faire même le tourisme. 3 ans durant, on ne le dira jamais assez, l'état de siège décrété par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri démontre déjà ses preuves sur le plan de sécurité et de développement de grandes agglomérations. Les Ituriens doivent s'approprier et consolider les acquis de paix enregistrés à cette période
de l'état de siège pour son bien-être. D'une province à une autre, rendons-nous dans la province du Kasaï central où les habitants de la ville de Kananga souffrent de difficultés d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique depuis près de 2 semaines. Ils s'adonnent actuellement à l'achat de l'eau potable à des bornes fontaines et à d'autres sources aménagées en vue de se procurer cette denrée de première nécessité. La population est obligée de dépenser 6 000 à 10 000 francs congolais pour satisfaire son ménage. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et de Giscard Tamba. Depuis plusieurs semaines, les résidents de la ville de Kananga se battent en vue de trouver de l'eau potable et l'électricité pour leurs besoins quotidiens, tandis que les sources d'approvisionnement deviennent de plus en plus rares. Des quartiers entiers souffrent d'une insuffisance criante en eau et en électricité, ce qui a des conséquences désastreuses sur la vie de la population, surtout en ce qui concerne la santé. Oui, si les mamans, vous les voyez ici en train de venir épuiser de l'eau ici au forage Emmanuel, c'est parce que la régie des eaux est tombée en panne. On nous apprend que leurs moteurs, leurs tuyauteries sont cassées, ils ne veulent pas tout dire. Ce sont les forages manuels érigés ici. Les autres puisent vraiment des sources d'eau aménagées, mais par rapport à l'engouement et agglomération de la population dans les quartiers, il y a toujours difficulté par rapport aux petits-enfants, surtout les petits-enfants qui puissent de l'eau. Pour avoir un bidon de 20 litres, ça coûte. Il va mettre à peu près toute une journée pour avoir aussi un bidon. D'où vraiment il faut envoyer les mamans qui vous quittent même à 5 heures pour quitter à 12h, 13h. Mais les enfants sont restés comme ça. Ici, nous sommes venus acheter de l'eau car c'est un problème grave, une crise inexplicable. La régie ne fonctionne pas. Nous achetons le bidon à 300 francs, mais pour satisfaire notre ménage, il faut dépenser 6 000 francs par jour. C'est trop. Ici à Kananga, nous avons beaucoup de difficultés qui concernent l'eau et du courant. Un adage dit « l'eau c'est la vie ». Ça fait maintenant un mois. Nous n'avons pas de l'eau. Nous buvons l'eau de forage non traitée et ça crée des maladies comme la typhoïde et autres. Face à cette crise imminente, les habitants de la ville lancent un appel urgent aux autorités locales et nationales pour qu'elles prennent des mesures immédiates afin de résoudre cette situation alarmante. Demandons au président de la République de nous remettre de l'eau et du courant pour éviter le chômage. Les acteurs de la société civile, quant à eux, accusent le numéro 1 de la Régie des eaux et de la SNEL Kasaï centrale d'être à la base de cette crise. Et puis en sport, l'ASV Club a présenté son effectif pour la saison 2024-2025 hier dimanche 28 juillet 2024 au stade Tata Raphaël avec un effectif totalement remanié et l'arrivée de près de 18 joueurs. La team vert et noir lance un fort message à ses concurrents. Suivez le commentaire de Blaise Kozola. L'ASV Club a présenté dimanche 28 juillet son effectif de 26 joueurs, dont 18 nouvelles recrues au stade Tata Raphaël, commune de Kalamou à Kinshasa. Ces joueurs vont disputer les compétitions auxquelles les Moscovites sont engagés, notamment la Coupe de la Confédération, la Ligue nationale de football et la Coupe du Congo. Ces 18 nouvelles recrues de l'ASV Club sont Sila Aboubakar, Kevin Kofi Aïbar, Chancel Ndaye, Jules Oulumwengu, Aboubakar Diarra, Junior Traoré, Siaga Bakayoko, Patrick Etonga, Héritier Louvumbu, Glenn Matondo, Elton Mboko Sambeya, Kevin Tapoko, Lamine Ouattara, Pascal Eboussi, Loïc Ewono, Ibrahim Ogoulola, Sidi Ahmed Abla, Saïd Djamba Afane. Ils rejoignent donc au club les 8 anciens joueurs, à savoir
Sofiane Farid Ouedraogo, Junior Dandé, Franck Matemba, Jonathan Ikangalombo, Imanalote, Exaucé Missouri, Chris Samangwa et Apataki Edouard. La saison sportive dernière, l'SV Club avait terminé à la 5e place du championnat d'élite de la Lina Foot. Elle a sauvé sa saison en remportant la 28e édition de la Coupe du Congo de football. Prenons un vol en dehors de la République démocratique du Congo, faisons place à la page internationale. C'était dit au sommaire, acteur majeur du marché pétrolier africain, l'Angola, qui souhaite accroître la capacité de raffinage de son pétrole brut, a initié un programme de construction de nouvelles raffineries. Celle de Cabinda est l'une d'entre elles. Plus de détails avec Rachel Misenga. L'Angola devrait procéder d'ici la fin de l'année à la mise en service de sa raffinerie de Cabinda, l'une de 3 que le pays travaille à mettre en place pour réduire sa dépendance aux importations de produits pétroliers. L'idée est de commencer la mise en service d'ici la fin de l'année, a déclaré Marcelo Ofque, le patron de l'installation, alors qu'il s'exprimait le jeudi 25 juillet sur les avancées de la construction. Exécutée à hauteur de 2/3, cette infrastructure d'une capacité de raffinage attendue de 60 000 barils par jour, dont la mise en service avait été annoncée pour juillet 2022, et comme celle de Lobito, 200 000 barils par jour, ou encore celle de Soyo, 100 000 barils par jour, stratégique dans le plan de Luanda d'assurer les raffinages locaux d'une partie de son brut. Lors d'une sortie médiatique qu'elle a effectuée fin septembre 2023, l'Association des raffineurs et distributeurs africains a estimé qu'une discussion stratégique sur les raffinages, le stockage et la distribution pétrolière en Afrique est nécessaire dans un contexte où les continents devraient à court et à moyen terme rester un importateur majeur de produits raffinés, du fait du développement insuffisant de ces raffineries. Et puis le groupe français spécialiste du combustible nucléaire a terminé le premier semestre de l'année avec une perte de 133 millions d'euros selon les résultats présentés vendredi dernier, alors qu'au premier trimestre 2023, le groupe avait enregistré un bénéfice net de 117 millions d'euros. Suivez. Une période de vache maigre pour Orano. Le groupe français spécialiste du combustible nucléaire a terminé le premier semestre de l'année avec une perte de 133 millions d'euros, selon les résultats présentés vendredi. La faute au Niger, qui a décidé en juin de délester la compagnie de la mine d'Imouraren, la plus grande au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Mais pas que. La Somaïr, la filiale détenue à 63% par Orano et qui exploite l'uranium d'Arlit dans le septentrion nigérien, peine à exporter sa production. Et pour cause, l'interdiction mise en place par les militaires au pouvoir à Niamey depuis 1 an. Face à ces écueils, la compagnie a été obligée de vendre sa production d'uranium destinée au départ à financer la fermeture du site. Preuve que depuis le coup d'État contre Mohamed Bazoum il y a 1 an, Orano, détenu à 90% par l'État français, est en grande difficulté au Niger. Mesdames, Messieurs, l'actualité se poursuit dans ce journal et c'est avec les différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Faisons place à la revue de presse. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Le drame survenu au stade de Martyr, les sanctions contre Nanga, les élections au Sénat et la modernisation du port de l'Onatra sont les principaux sujets abordés par le journal de Kinshasa paru ce lundi 29 juillet 2024. En première page, le journal Géopolis titre « Tragédie au stade de Martyr, le gouvernement renforce les mesures de sécurité. Suite aux événements tragiques ayant provoqué 9 décès, les autorités décident de suspendre toutes les activités non sportives dans le grand stade de la capitale jusqu'à nouvel
nouvel ordre, identifiés comme des lieux à haut risque. Concernant les sanctions contre Nanga et ses complices, l'analyste géopolitique Eric Kamba estime, dans une tribune relayée par La Prospérité, que les Américains et Européens tournent autour du pot, s'attaquent aux fausses cibles et prolongent les souffrances des Congolais. Ils ne sont pas encore prêts, écrit-il, pour des raisons liées à leurs intérêts dans la région, à faire respecter aussi bien les droits internationaux que la Charte des Nations Unies. En plus, le Rwanda a réussi à se faire important sur le plan diplomatique et géopolitique en devenant 4e pays contributeur en termes de troupes de l'ONU et sous-traitant de différentes puissances pour la préservation de leurs intérêts sur le continent africain, du moins au sud du Sahara. Le journal Forum des As rapporte l'appel de Kinshasa à des sanctions plus sévères contre Kigali, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et d'autres, n'étant que de menus frétins. Et au quotidien de s'interroger, Corneille Nangaa vient de rejoindre le camp des terroristes il y a moins d'une année, mais ces hors-la-loi font la guerre à la RDC depuis très longtemps. Pourquoi ne pas les sanctionner sévèrement pour réduire leur capacité de nuisance face à cette position ambiguë de ses partenaires infidèles? La RDC suggère-t-il est appelée à compter sur ses propres moyens pour libérer les pans de son territoire occupé par Kagame et ses supplétifs. Le Congolais ne doit en aucun cas léguer à la postérité un pays amputé d'une partie de son territoire. Le journal Congo Nouveau, quant à lui, revêt de tensions au sein du camp présidentiel quant au choix de Sama comme président du Sénat, suscitant des dissensions au sein de l'UDPS. Le débat au sujet de cette nomination stratégique soulève des interrogations quant à la gestion de ces dossiers sensibles par le président Tshisekedi dans un contexte déjà tendu au sein de son parti. Info 27, pour finir, rapporte que le projet de modernisation du port de Matadi, crucial pour la RDC, après des négociations complexes, une cérémonie a officialisé l'entrée de Matadi Corridor à conteneurs MCTC sur les terminaux du port de Matadi, marquant une étape significative dans ces processus essentiels pour le pays. C'est ainsi que s'est conclue la revue de presse de ce jour, en attendant les développements de demain. Au revoir. Voilà, c'est avec cette revue de presse rendue par Maryse Bolelli que nous mettons un terme à ce journal, mais d'abord les titres. Grève ce lundi 29 juillet des chauffeurs de taxi dans la ville de Kinshasa, une situation qui a presque paralysé les activités des Kinois selon les taximens. Les tracasseries routières sont à la base de cette grogne. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Et puis, accroître la capacité de raffinage de son pétrole brut, l'une des priorités de l'Angola qui a initié un programme de construction des nouvelles raffineries afin de réduire sa dépendance aux importations des produits pétroliers. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.